L'étoile au-dessus de la forêt. Stefan Zweig. Alors que François, le serveur à l'allure élancée et très soignée, se penchait par-dessus l'épaule de la belle comtesse polonaise Otrowska pour présenter un plat, il se produisit quelque chose d'étrange. Cela ne dura qu'une seconde, et ce ne fut ni un sursaut, ni de l'effroi, ni une émotion, ni un simple mouvement. Et pourtant ce fut une de ces secondes qui recèlent des milliers d'heures et de jours pleins d'exultation et de tourments, de même que la violence sauvage des grands chênes aux sombres murmures, avec toutes leurs branches bercées et le balancement de leurs couronnes, est contenu dans un seul grain de pollen voltigeant de ci, de là. Rien d'extérieur ne se produisit en cette seconde. François, l'alerte serveur du palace de la Riviera, se pencha davantage pour mieux présenter le plat au couteau de la comtesse qui choisissait. Mais son visage se retrouva alors juste au-dessus des douces ondulations parfumées de sa chevelure, et, quand il ouvrit instinctivement ses yeux humblement baissés, son regard éperdu vit comment, au milieu de ce flot sombre, la nuque allait se perdre en une ligne douce, d'une blancheur lumineuse dans les profondeurs d'une robe bouffante, d'un rouge foncé. Cela éclata en lui comme des flammes pourpres, et le couteau cliqueta un peu comme le plat qui tremblait imperceptiblement. Bien qu'en cette seconde, il devina toutes les lourdes conséquences de ce brusque ensorcellement. Il maîtrisa avec adresse son émotion et continua à servir avec l'habileté froide et galante d'un garçon stylé. Il présenta le plat d'un geste calme à l'éternel voisin de table de la comtesse, un aristocrate d'un certain âge, doué d'une grâce paisible, qui racontait des choses sans importance avec une intonation finement accentuée et dans un français cristallin. Puis il s'écarta de la table sans un regard ni un geste. Ces minutes furent le début d'un égarement très étrange et plein d'abandon, sentiment tellement vertigineux et grisant que le mot amour, d'un poids si lourd et orgueilleux, lui fait presque outrage. C'était cet amour d'une fidélité canine et sans désir, que les individus ne connaissent pas au mi-temps de la vie, et qui est réservé aux très jeunes gens et aux très vieilles personnes. Un amour qui ne raisonne pas, qui ne pense pas, mais rêve seulement. Il oublia totalement ce mépris injuste et pourtant indélébile que même des gens intelligents et réfléchis manifestent envers les hommes portant un frac de serveur.
Il ne songea pas à des possibilités ou à des hasards, mais il nourrit dans son sang cette étrange inclination dont la secrète intimité finit par s'arracher à toute raillerie et toute critique. Sa tendresse ignorait les œillades secrètes toujours sur le qui-vive, la hardiesse intempestive de gestes téméraires, la lascivité insensée de lèvres assoiffées et de mains tremblantes. Elle était plutôt un effort silencieux, l'accomplissement de ces petits services qui sont d'autant plus sublimes et sacrés dans leur humilité qu'ils se savent inaperçus. Après le souper, il laissait les plis de la nappe froisser devant la place de la comtesse, avec des gestes aussi tendres et câlins que lorsqu'on caresse les douces mains indolentes d'une femme aimée. Il disposait tous les objets en rapport étroit avec elle selon une symétrie appliquée, comme s'il les préparait pour une fête. Il prenait soin de porter dans sa mansarde exiguë et confinée les verres que ses lèvres avaient touchés, et, la nuit venue, il les laissait étinceler comme de précieux joyaux à la lumière nacrée de la lune. Il était constamment caché dans quelque recoin, écoutant le bruit de ses pas. Il buvait ses paroles, comme on berce sur la langue un vin doux au parfum enivrant, et il saisissait chacun de ses mots et de ses ordres comme des enfants attrapent le ballon au vol. Ainsi son âme enivrée apportait-elle dans sa vie pauvre et indifférente un éclat changeant et riche. Jamais ne lui vint la sage folie d'affubler cet événement des mots froids et dévastateurs de la réalité effective. Le pauvre serveur François aimait une comtesse venue de terre lointaine et à jamais inaccessible, car il ne la ressentait pas comme une personne réelle, mais comme quelque chose de très haut, de très lointain, qui ne le touchait plus que comme un reflet de la vie. Il aimait l'orgueil impérieux de ses ordres, l'inflexion autoritaire des sourcils qui se touchaient presque, le pli sauvage autour de sa bouche mince, la grâce sûre de ses mouvements, la soumission qui semblait aller de soi, et il ressentait l'humiliante proximité d'un emploi subalterne comme un bonheur, parce que grâce à elle, il avait le droit de pénétrer très souvent dans le cercle enchanté qui l'entourait. Ainsi s'éveilla soudain, dans la vie d'un homme simple, un rêve, telle une fleur de jardin, noble et soigneusement cultivée, fleurissant au bord d'une route où d'habitude la poussière soulevée par les passants étouffe tout ce qui pousse. C'était l'égarement d'un homme sans prétention, un rêve ensorcelant et narcotique au cœur d'une vie froide et monocorde. Et les rêves de tels hommes sont comme les bateaux sans gouvernail qui flottent dans un balancement voluptueux, sans but, sur des eaux silencieuses et miroitantes, jusqu'à ce que soudain, la proue heurte avec une rude secousse une rive inconnue. Mais la réalité est plus forte et plus robuste que tous les rêves. Un soir, l'épais portier du pays de Vaud lui dit en passant « L'Otrovska part demain avec le train de 8 heures. » Et il cita encore quelques autres noms sans importance pour François, qui ne les entendit d'ailleurs pas, car ces mots avaient engendré dans son cerveau un bourdonnement, un tourbillon confus. Il passa plusieurs fois machinalement ses doigts sur son front oppressé, comme s'il voulait écarter un poids qui reposait là et lui obscurcissait son entendement. Il fit quelques pas, il titubait. Mal assuré et effrayé, il glissa devant un haut miroir au cadre doré, et il vit la face pâle et crayeuse d'un étranger en train de le regarder fixement. Les pensées ne voulaient pas venir. Elles étaient comme prisonnières derrière un sombre mur de brouillard. Presque inconscient, il descendit le large escalier en se guidant à tâtons sur la rampe, vers le jardin pris par le crépuscule, où les grands pins se dressaient solitaires comme des pensées sinistres. Sa silhouette inquiète fit encore quelques pas chancelants, comme un grand oiseau de nuit volant très bas dans une course maladroite. Puis il s'affaissa sur un banc, la tête appuyée contre la froideur du dossier. Là, tout était silencieux. Derrière lui, entre les buissons ronds, la mer scintillait. De faibles et tremblantes lumières brûlaient là-bas doucement, et, dans le silence se perdait la mélopée murmurante et monotone des sources du ressac clapotant au loin. Et soudain tout fut clair, absolument clair, d'une clarté si douloureuse qu'il esquissa presque un sourire. Tout était simplement fini. La comtesse Ostrovska rentre chez elle, et le serveur François reste à son poste. Était-ce donc si étonnant ? Tous les étrangers qui venaient ici ne s'en allaient-ils pas après 2, 3, 4 semaines? Comme il était stupide de ne pas avoir réfléchi à cela. Tout était si clair, clair à en rire, clair à en pleurer, et les pensées bourdonnaient, bourdonnaient. Demain soir, par le train de 8 heures, pour Varsovie. Pour Varsovie, des heures et des heures par les forêts et les vallées, par les collines et les montagnes, par les steppes et les fleuves, à travers la bruyante animation des villes. Varsovie! À quelle distance était-ce? Il ne pouvait même pas l'imaginer, mais il sentait au plus profond de lui-même ce mot fier et menaçant, dur et lointain, Varsovie. Et lui? Une seconde volta encore un petit espoir rêveur. Il pouvait la suivre, et louer là-bas ses services comme domestique, comme secrétaire, comme cocher, comme esclave, se tenir dans la rue comme un mendiant grelottant, mais n'être pas aussi terriblement éloigné.
respirer seulement le souffle de la même ville, peut-être la voir passer parfois en trombe, simplement voir son ombre, sa robe et ses cheveux noirs. Déjà des rêveries défilaient en secousses hâtives. Mais l'heure était dure et impitoyable. Il vit l'inaccessible clair et nu. Il compta 100 ou 200 francs d'épargne dans le meilleur des cas. Cela suffisait à peine pour la moitié du chemin. Et ensuite, comme à travers un voile déchiré, il voyait tout à coup sa vie. Il sentait comme elle deviendrait maintenant pauvre, pitoyable, laide. Des années de service désertes, vides, martyrisées par un désir insensé. Cette chose ridicule allait être son avenir. Il eut comme un frisson d'horreur, et soudain, tous les maillons de ses pensées se rassemblèrent de manière fougueuse et inéluctable. Il n'y avait qu'une possibilité. Les cimes des pins se balançaient doucement dans une imperceptible brise. Une sinistre nuit noire se dressait devant lui, menaçante. Alors il se leva de son banc, sûr et calme, et marcha sur le gravier crissant vers la grande maison assoupie dans un silence blanc. Il s'arrêta devant les fenêtres de la comtesse. Elles étaient aveugles, et sans une étincelle de lumière où son désir rêveur aurait pu s'enflammer. À présent son sang battait à un rythme calme, et il marchait comme un homme que plus rien n'égare ni ne trompe. Dans sa chambre, il se jeta sans aucune émotion sur son lit, et dormit d'un sommeil lourd et sans rêve, jusqu'à ce que l'appelât le signal du matin. Le lendemain, tout son comportement resta dans les limites d'une réflexion soigneusement mesurée et d'un calme qu'il s'imposait. Il accomplissait ses tâches avec une froide indifférence, et ses gestes avaient une force si sûre et insouciante que personne n'aurait pu soupçonner son âpre résolution derrière ce masque trompeur. Peu avant l'heure du dîner, il se rendit en hâte avec ses petites économies chez le fleuriste le plus élégant, et il acheta des fleurs raffinées qui, dans leur somptuosité colorée, lui semblaient équivalentes à des mots. Tulipes rouge feu, flamboyantes comme une passion, chrysanthèmes à la large couronne blanche qui lui faisait penser à des rêves clairs et exotiques, frêles orchidées, sveltes images du désir, et quelques fières roses enivrantes. Puis il acheta un magnifique vase de verre au palin étincelant. Les quelques francs qui lui restaient encore, il les donna en passant à un petit mendiant, d'un geste rapide et insouciant, et il revint en hâte. Il plaça le vase et les fleurs avec une solennité mélancolique, devant le couvert qu'il préparait à présent pour la dernière fois avec une voluptueuse et lente minutie. Puis vint le dîner. Il servit comme toujours, froid, sans bruit et adroitement, sans lever les yeux. À la fin seulement, il enveloppa toute la silhouette souple et fière de la comtesse d'un regard infini dont elle ne sut jamais rien, et jamais elle ne lui parut aussi belle qu'en ce dernier instant désespéré. Puis il s'écarta calmement de la table, sans un adieu, sans un geste, et sortit de la salle. Comme un client devant lequel les serviteurs saluent en s'inclinant, il longea les couloirs et descendit dans la rue par l'élégant escalier de la réception. En cet instant, il quittait visiblement son passé. Il s'arrêta une seconde devant l'hôtel, indécis, puis il se mit en marche, longeant les villas étincelantes et les vastes jardins, avançant toujours plus loin de son pas pensif de promeneur, sans savoir où il allait. Jusqu'au soir, il erra ainsi, noyé dans un égarement rêveur. Il ne réfléchissait plus à rien, ni au passé, ni à l'inéluctable. Il ne jouait plus avec l'idée de la mort, comme on le fait dans les derniers instants, quand on lève et soupèse dans sa main le revolver à l'œil profond et menaçant, pour l'abaisser ensuite. Il avait depuis longtemps prononcé son verdict. Seuls lui venaient encore des images en vol furtif, telles de rapides hirondelles. D'abord les moments de sa jeunesse, jusqu'à cette fatale heure de cour où une aventure insensée l'avait brusquement projeté d'un avenir séduisant dans le chaos du monde. Puis les voyages sans trêve ni repos, le salaire quotidien acquis à grand-peine, les essais qui échouaient toujours jusqu'à ce que la grande vague sombre que l'on nomme le destin brisât son orgueil et le jetât à une place indigne. Beaucoup de souvenirs colorés passaient en tourbillonnant, et finalement le doux reflet de ces derniers jours vint encore briller dans ses rêves éveillés. Et brutalement, ils ouvrirent de nouveau la sombre porte de la réalité qu'il devait franchir. Il se rappela qu'il voulait mourir aujourd'hui même. Un moment, il réfléchit aux nombreux chemins qui menaient à la mort, et évalua leurs parts respectives d'amertume et de rapidité, jusqu'à ce qu'une pensée le traversât d'un coup. Un sinistre symbole vint s'imposer à son esprit troublé. Tout comme cette femme avait balayé et anéanti son destin sans s'en rendre compte, elle devait aussi broyer son corps. C'est elle qui devait accomplir cette œuvre, c'est elle qui devait l'achever. À présent, ses pensées se hâtaient dans une sûreté inquiétante. Dans 1 heure à peine, à 8 heures, partait l'express qui la lui enlevait. C'est sous ses roues qu'il allait se jeter, se faire écraser par la même violence tempétueuse qui lui arrachait la femme de ses rêves. Il devait perdre tout son sang sous ses pieds.
Les pensées se précipitaient les unes à la suite des autres, comme sous l'effet d'une jubilation. Il savait aussi l'endroit, plus loin, en haut de la pente boisée, là où les cimes murmurantes voilaient la dernière vue sur la baie proche. Il regarda sa montre. Les secondes et son sang battaient presque la même mesure. Il était temps de se mettre en chemin. D'un seul coup, ses pas indolents retrouvèrent élasticité et détermination. Ce rythme dur et hâtif qui anéantit le rêve dans la progression de la marche. Nerveusement, il se rua dans la splendeur crépusculaire du soir méridional, vers l'endroit où, entre les lointaines collines boisées, le ciel était enchâssé comme une bande pourpre. Il se dépêcha pour arriver au bord de la voie qui brillait devant lui, avec ses 2 lignes d'argent, et guidait son chemin. Et elles le conduisirent en une progression sinueuse à travers les profondes vallées embaumées dont le voile brumeux nimbait d'argent la faible lumière de la lune. Elles le guidèrent jusqu'aux collines d'où l'on voyait scintiller au loin la vaste mer dont le noir était ourlé des lumières étincelantes de la côte. Et enfin, elles lui montrèrent la profonde forêt agitée et murmurante qui enfouissait les voies dans son ombre descendante. Il était déjà tard quand, tout essoufflé, il se retrouva sur la pente obscure de la forêt. Les arbres s'alignaient autour de lui, effrayants et noirs. En haut seulement, dans les déchirures des couronnes, un pâle et tremblant clair de lune rayonnait entre les branches, qui gémissaient quand la douce brise nocturne les prenait dans ses bras. Parfois ce silence étouffé se hérissait des étranges appels de lointains oiseaux de nuit. Ses pensées se figeaient dans cette solitude angoissante. Il attendait seulement, attendait et guettait si dans la montée, au tournant du premier lacet, la lanterne rouge du train n'allait pas surgir. Parfois, il regardait de nouveau nerveusement sa montre et comptait les secondes. Puis, il tendait à nouveau l'oreille vers le cri lointain de la locomotive. Mais c'était une illusion. Tout redevenait totalement silencieux. Le temps semblait figé. Enfin, la lumière brilla en bas au loin. En cette seconde, il sentit un coup au cœur, mais il ne savait pas si c'était de la peur ou de la joie. D'un geste brusque, il se jeta sur les rails. D'abord, pendant un instant, il ne sentit que la bienfaisante fraîcheur des barres de fer contre ses tempes. Puis, il guetta les bruits. Le train était encore loin. Cela pouvait bien durer des minutes. On n'entendait encore rien hormis le chuchotement des arbres dans le vent. Des pensées surgissaient en désordre, et soudain, l'une d'elles s'attarda et perça son cœur comme une flèche douloureuse. Il mourrait pour elle, et elle ne s'en douterait jamais. Pas une seule vague silencieuse de sa vie écumante n'avait touché sa vie à elle. Elle ne saurait jamais qu'une vie étrangère avait tenu à la sienne, s'était fracassée contre la sienne. Au loin, très doucement, le halètement rythmé de la locomotive qui montait cisaillait l'air que ne troublait aucun souffle. Mais cette pensée continuait à brûler sans répit et torturait les dernières minutes de celui qui allait mourir. Le grondement du train se rapprochait. Il ouvrit alors encore une fois les yeux. Autour de lui, un ciel muet d'un bleu noir et quelques frondaisons murmurantes. Et au-dessus de la forêt, une étoile blanche scintillante. Étoile solitaire au-dessus de la forêt. Déjà les rails commençaient à vibrer et à chanter doucement sous sa tête. Mais cette pensée brûlait comme du feu dans son cœur et dans son regard qui contenait toute l'ardeur et tout le désespoir de son amour. Tout son désir et cette dernière question douloureuse convergeaient vers la blanche étoile rayonnante qui le regardait avec douceur. Le fracas du train approchait de plus en plus, et celui qui allait mourir embrassa d'un dernier regard l'indicible étoile scintillante, l'étoile au-dessus de la forêt. Puis il ferma les yeux. Les rails tremblaient et trépidaient, le grondement du train lancé à toute allure se rapprochait de plus en plus, et toute la forêt bourdonnait comme sous le martèlement de grosses cloches. La terre semblait vaciller. Il y eut encore un mugissement assourdissant, un tourbillonnement de bruit, puis un sifflement aigu et le gémissement perçant d'un frein que l'on actionne en vain. La belle comtesse Ostrovska occupait dans le train un compartiment réservé pour elle toute seule. Depuis le départ, elle lisait un roman français, doucement bercé par le balancement du wagon. L'air de cet espace étroit était lourd et imprégné du parfum oppressant de nombreuses fleurs qui se fanaient. Les grappes blanches du lilas dans les somptueuses corbeilles d'adieu inclinaient déjà leurs têtes fatiguées, comme des fruits trop mûrs. Les pétales pendaient alanguis sur leurs tiges, et les épais et larges calices des roses semblaient se faner dans le nuage brûlant des parfums enivrants. Une pesanteur étouffante réchauffait ces lourdes vagues de parfums qui retombaient paresseusement en dépit de la vitesse du train qui filait en grondant. Soudain, elle laissa tomber le livre, les doigts engourdis. Elle-même ne savait pas pourquoi. C'était une impression secrète qui la déchirait. Elle ressentait une sourde et vive oppression. Une souffrance brusque, incompréhensible et angoissante étreignait son cœur. Elle crut étouffée dans la vapeur saturée et enivrante des fleurs. Et cette anxiété douloureuse ne se dissipait pas.
Elle sentait chaque vibration des roues mugissantes. Le martèlement aveugle de cette course la martyrisait de façon indicible. Un soudain désir s'empara d'elle. Pouvoir freiner l'élan empressé du train, le tirer brutalement en arrière, à rebours du sombre tourment vers lequel il se précipitait. Jamais de toute sa vie, elle n'avait senti son cœur serré par une telle angoisse, face à quelque chose de terrible, d'invisible, de cruel, comme pendant cette seconde de douleur incompréhensible et de peur inexplicable. Et ce sentiment indicible devenait de plus en plus sauvage, la pression autour de sa gorge de plus en plus forte. Comme une prière gémissait en elle la pensée que le train puisse s'arrêter. Et soudain, un coup de sifflet strident, le cri sauvage de la locomotive, comme une alerte, et le gémissement grinçant et plaintif du frein. Le rythme des roues tournant à toute allure se ralentit, de plus en plus, encore et encore, puis un balbutiement de ferraille et un coup d'arrêt brutal. Péniblement, elle se dirige à tâtons vers la fenêtre pour boire l'air frais. La vitre descend en grinçant. Dehors, des silhouettes noires qui se précipitent, des paroles et des voix qui se croisent. Un suicide, sous les roues, mort, en rase campagne. Elle sursaute. Instinctivement, son regard se lève vers le ciel haut et silencieux et la lisière des arbres noirs qui murmurent. Au-dessus d'eux, une étoile solitaire au-dessus de la forêt. Cet astre qui la regarde est comme une larme étincelante. Elle le regarde et sent brusquement une tristesse comme elle n'en a jamais connue. Une tristesse pleine d'ardeur et de désir, comme il n'y en a jamais eu dans sa vie. Lentement, le train repart dans un bruit de ferraille. Elle s'adosse dans le coin et sent des larmes perler en silence sur ses joues. La peur sourde s'est dissipée. Elle ne sent plus qu'une profonde et étrange douleur dont elle cherche en vain la source. Une douleur comme celle des enfants effrayés qui se réveillent soudain dans une nuit sombre et impénétrable et devinent qu'ils sont complètement seuls. Thank you.